What is up, family? We have another Patreon request. We got La Nuit de Seville. 82. Le Cauchemar, the Nightmare. Oh. Okay. Oh. What the? I saw a hit there, boy. Holy shit. I didn't know I was watching rugby. I thought it was football. Oh, we're watching rugby. You straight up killed the man. La déception des joueurs, c'est une chose, mais la colère des joueurs, la colère contre l'arbitre, la colère contre le manque de sanctions vis-à-vis des joueurs allemands. À votre avis, c'est vraiment l'arbitre qui vous a fait perdre cette demi-finale? Écoutez, d'habitude je suis assez fataliste, je prends bien la défaite, mais comme ça s'est passé, non, là je suis vraiment écœuré et je souhaite de tout cœur que les Italiens gagnent en finale. Un traumatisme, un sentiment d'injustice face à un arbitrage scandaleux. 40 ans après cette soirée spectaculaire, ce France RFA du Mondial 82 reste encore ancré dans les mémoires de nos aînés. Retour sur le contexte qui a conduit à ce match d'anthologie, au scénario rocambolesque, un tournant historique pour les Bleus qui commencera en cette fameuse nuit de Séville. Guess he was a dirty player, that guy, huh? Footeux, si vous voulez suivre toutes les compétitions de sport et regarder des séries sur vos plateformes de streaming favorites qui ne sont pas disponibles dans votre pays. What is this? No. We don't have time for that. Oh, that's a long one, too. That's a long one. Woo! Wow! Oh, I see. The stupid video is not catching up. My bad. Look at that. See the lag? All right, sorry. Okay. C'est parfaitement légal et ça vaut le coup. 1982. Le palmarès de l'équipe de France est néant. La seule performance notable remonte en 1958, année où les Bleus entraînés par Albert Batteux ont disputé un dernier carré de Coupe du Monde. Pourtant, peu de Français se souviennent de cette épopée, à une époque où les postes de télévision étaient un produit de luxe, et ceux qui en possédaient un généralement l'utilisaient pour s'informer et sûrement pas pour regarder du foot. Je rappelle que la première fois que la Coupe du Monde a été diffusée à la télévision, c'était en 54, 4 ans avant. Le football à la télévision est un phénomène relativement nouveau, et l'épopée des Bleus en 58, très peu de personnes s'en rappellent, c'était pas vraiment des émotions vécues à la télévision. C'est pas comme ça que ça se passait à l'époque. Donc si on se projette un peu plus de 20 ans plus tard, dans les années 80, si vous demandez aux supporters français quels sont vos meilleurs souvenirs avec l'équipe de France, pour eux, l'équipe de France, c'est la fédé de la loose. Ayant raté 3 des 5 éditions de la Coupe du Monde entre 62 et 78, et lorsqu'elle y était, elle n'a jamais passé le premier tour. Et l'Euro, hop, n'en parlons pas. Enfin si, on va en parler parce que c'est drôle. Aucune qualification depuis 1960. Et là vous me direz, Max, c'était quand même dur, ils ont terminé 4ème en 60. Oui mais vous savez combien de participants il y avait cette année-là ? 4. On a terminé dernier. Bah ouais, il en faut bien. Hein. Bref, l'équipe de France des années 60 et 70, c'est une cata. Et ils ne remporteront leur premier match en phase finale depuis 24 ans qu'au Mondial 78. Un succès 3-1 au premier tour contre la Hongrie, un match dont les hommes de Michel Hidalgo se souviendront puisqu'il portait ce jour-là un maillot vert et blanc. Et ouais, l'intendant croyait qu'on devait jouer en blanc, manque de peau c'était la Hongrie qui devait jouer en blanc, et là, gros vent de panique, le coup d'envoi est retardé de plus d'une demi-heure, et on envoie d'urgence des patrouilles à travers la ville pour trouver des maillots d'une petite équipe du coin qui jouait donc en vert et blanc. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon ça ferait un moment que l'équipe de France serait morte. Et les Bleus manqueront l'Euro 80, mais arracheront de justesse leur billet en 82 pour disputer la Coupe du Monde en Espagne, terminant deuxième de leur groupe, derrière la Belgique. Mais cette génération tricolore, en partie présente en Argentine en 78, semble mieux fournie, avec une majorité de joueurs évoluant dans les grands clubs français de l'époque, Nantes, Monaco, Bordeaux et Saint-Étienne. À commencer par le gardien historique du club du Rocher, Jean-Luc Ettori, tout juste sacré champion de France en 82. Le Stéphanois Gérard Janvion, qui était de l'épopée de 76 avec les Verts, Patrick Battiston, Marius Trésor et Jean Tigana.
Dans les joueurs de couloir, on retrouve l'arrière droit Manuel Amoros et l'arrière gauche nantais Maxime Bossis, un des grands acteurs du fameux jeu à la nantaise sur lequel nous sommes revenus à travers une vidéo. Au milieu de terrain, les deux numéros 8, Alain Giresse et Bernard Gengini, tous deux servant le second attaquant Didier Six et l'ange vert, Dominique Rocheteau. Et là vous vous dites, il en manque un. Bah oui, et quel joueur! Une plaque tournante, un métronome, un casseur de ligne, une technique exceptionnelle, un meneur de jeu qui file droit comme une flèche, un passeur, un buteur, un numéro 10, un joueur hors norme. Rien ne commence ou se finit sans lui. Monsieur Michel Platini. Le futur joueur de la Juve est un cerveau, une âme, une icône pour cette équipe de France. Et lors de ce premier tour, les Français tombent sur une sélection, ils le savent, plus forte qu'eux sur le papier, l'Angleterre de Robson, qui ouvre la marque après seulement quelques secondes de jeu. Malgré l'égalisation à la 24e de Gérard Soler, Robson de nouveau, puis Mariner, donne un succès confortable aux Anglais, 3-1. Mais dans l'autre match, la Tchécoslovaquie est tenue en échec par le Koweït. Une opportunité se présente donc aux Bleus de prendre des points précieux. À Valladolid, le sélectionneur Michel Hidalgo dévoile un 11 offensif avec Bernard Lacombe titulaire en attaque. Gengini, Platini et Six portent le score à 3-0. Giresse inscrit même un 4e but, mais très vite, les joueurs koweïtiens protestent car ils disent avoir été confus par un coup de sifflet qui venait en réalité des tribunes. C'est alors que le frère de l'émir du Koweït, président de la fédération koweïtienne, conteste lui aussi et descend même sur le terrain pour faire pression sur l'arbitre. Wow. La scène est surréaliste et M. Stupar revient sur sa décision en refusant le but français. Wow. Mais heureusement il y a une justice, Maxime Bossis marquera le 4e but en fin de match pour une large victoire des Bleus, 4-1. Par la suite, la FIFA décide de radier l'arbitre soviétique M. Stupar pour avoir cédé au chantage du Tchèque. Les Tchécoslovaques ont été défaits par les Anglais, ce qui signifie que les Bleus n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier. Et mission accomplie, Didier Six ouvre le compteur avant que l'inévitable tireur de pénalty, le fameux Antonin Panenka, n'égalise. C'est la première fois depuis un quart de siècle que l'équipe de France passe le premier tour d'une grande compétition internationale. Au classement du groupe, à l'époque de la victoire à 2 points, dans All that so this guy could get. ce format inédit, les Bleus se retrouvent dans une seconde phase de poule à 3 équipes, où seul le premier est directement qualifié pour les demi-finales. Premier match contre l'Autriche, la France, toujours aussi offensive dans son 4-3-3, trouve la faille par Gengini, et ces mêmes Autrichiens sont tenus en échec dans l'autre match contre l'Irlande du Nord. Auteur d'une solide prestation, les coéquipiers de Michel Platini s'imposent 1-0. Très bon résultat pour les Bleus qui n'ont plus qu'à dérouler. Après la blessure de Bernard Lacombe, c'est son remplaçant, Dominique Rocheteau, qui montre la voie aux Bleus en signant un doublé face aux Nord-Irlandais. 2 buts également pour Alain Giresse, contribuant à une large victoire 4-1 face à l'Irlande du Nord. Cette équipe de France, joueuse et créative, est très agréable à regarder. Tout le mérite lui revient d'accéder au dernier carré de la Coupe du Monde, et rien que ça, c'est formidable. Voilà les footeux, nous y sommes. C'est l'heure du grand rendez-vous. So it was Germany. 8 juillet 1982, Estadio Sánchez Pizjuán, Séville. Cette demi-finale de Coupe du Monde oppose l'équipe de France à un adversaire très expérimenté à ce stade de la compétition, l'Allemagne de l'Ouest. Et la réputation de la Nationalmannschaft est ternie, en cause, un peu plus tôt dans la compétition, ce dénommé match de la honte où Allemands et Autrichiens ont volontairement cessé de jouer durant la dernière heure de la partie, attendant sagement le coup de sifflet final, ce qui entraînera l'élimination de l'Algérie. Nous y avons consacré une vidéo si ça vous intéresse. Cette demi-finale, c'est un match entre l'insouciance et l'expérience, car ces Allemands possèdent néanmoins un superbe effectif. Malgré l'absence au coup d'envoi pour cause de blessure du double ballon d'or en titre 80 et 81, l'excellent Karl-Heinz Rummenigge, les hommes de Joop Derval peuvent compter sur des joueurs expérimentés comme Paul Breitner, champion du monde en 74, ainsi que la génération des champions d'Europe en 80, Félix Magath, Manfred Kaltz, Karl-Heinz et Bernd Forster, Uli Stielike, Hans-Peter Briegel. Ces noms ne vous disent certainement rien, mais ce sont vraiment de très grands noms du football de l'époque, des joueurs de classe mondiale, et rien que ces individualités placent la Mannschaft assez largement favorite de cette demi-finale. De leur côté, les hommes de Michel Hidalgo évolueront en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, ça va dépendre de la position de Didier Six. Bossis et Amoros seront en charge de contenir les ailiers d'outre-Rhin, Magath et Lidbarski, et les 3 du milieu seront là pour conduire les attaques de Didier Six, le second attaquant, et Dominique Rocheteau, le pur neuf de cette équipe de France. Monsieur Corvère, l'arbitre néerlandais, donne le coup d'envoi de cette demi-finale. C'est parti.
départ un petit peu fébrile des Français qui ont subi le match au cours des 3 premières minutes. Ils n'ont pas réussi à se sortir de leur camp. 20 mètres face au but, tir de Littbarski, la barre qui sauve l'équipe de France sur ce coup franc. Damn, that Comme was attendu, close. les Français sont en difficulté et à la 18e minute de jeu, Il a fait la différence. Attention Fischer. Oui, belle sortie de Jean-Luc Ettori. Mais but quand même de Littbarski qui récupère le ballon sur cette sortie de Jean-Luc Ettori. sonnés, les Français tentent de se ressaisir. Et à la demi-heure de jeu, Rocheteau est ceinturé dans la surface. Penalty indiscutable converti par Michel Platini. Mais il y en a un côté allemand qui commence à se montrer très vilain, le gardien Yeah, we saw what he did. Harald Schumacher. Et il continue. Et Brigel. Regardez, Schumacher provoque de chaque fois la faute. C'est pas normal. Oui, il y a une faute de Schumacher là. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Le fait que Schumacher cherche à intimider les Français de la sorte montre que la Mannschaft n'est pas tout à fait sereine. Comme contre l'Autriche. Tir de Platini. Aïe aïe aïe, c'était bien joué. Un partout à la pause, première période plutôt encourageante des Français, et rien que le fait de les voir rivaliser avec certainement ce qui se fait de mieux dans le football à l'époque, c'est plus qu'un motif de satisfaction. C'est incroyable. We saw the same thing happen in rugby. Et dans cette seconde période, entrée en jeu de Patrick Battiston à la place du milieu Gengini, histoire de rééquilibrer la balance et aider les Français à mieux se projeter. Et ils le font à merveille. Platini toujours. Platini encore. Oui. Aïe 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 aïe, c'était bien joué. Les Bleus dominent, mais sans parvenir à trouver la faille. Yeah. Et soudain, à la 56e, Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté. Aïe aïe aïe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Battiston est KO. What a hit. My God. What a piece of shit that guy is. Harald Schumacher, encore lui. À aucun moment il ne tente de stopper sa course, et pendant ce temps, le portier allemand n'en a strictement rien à faire, mais l'arbitre M. Corver ne sortira pas le carton rouge et ne donnera même pas faute. Wow. Somebody's getting paid. Une situation parfaitement Or somebody bet on Germany, if you know what I'm saying. résumée par Jean-Michel Larquet aux commentaires. Monsieur Corver porte une lourde responsabilité. Il a été puni pendant 45 minutes. Il continue. Ouais. C'est tout simple. C'est aussi simple que cela. Le pauvre Patrick Battiston est accompagné à sa sortie par Michel Platini qui lui tient la main, tel un vrai leader. Il était sur la civière, Michel Platini lui tenait la main. Je ne sais pas si vous avez vu, il l'a accompagné. Nous, on a vu ça comme vous. Et après, on a su pourquoi. Il avait une main qui tremblait comme ça. Dans ce choc d'une rare violence dont il garde de légers séquelles encore aujourd'hui, le défenseur stéphanois perdra 3 dents, une vertèbre sera touchée mais ses jours ne seront pas en danger. La France perd un joueur, perd aussi un changement précieux dans ce genre de match, et malheureusement c'est tout bénef pour les Allemands, incontestablement favorisés Holy shit. par cette injustice. What a piece of shit. Les Allemands cherchent la guerre, ils l'auront. Good. Ah! Where's the war? I don't see no war. I thought they'd be retaliating.
kicking the shit out of them and hitting them back. Oh non, 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 non. Mais comment peut-on manquer un tir pareil? Oh là là, Brienne. Ouais. Oh, Belle parade de Jean-Luc Ettori. Deuxième poteau. Aïe, 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 aïe. Deuxième poteau. Ah, ils se gênent. Ah, ils se gênent les deux. Rosto et Fix qui vont se gêner. Je crois que c'était Didier Fix le mieux placé. Encore des accélérations à 5 minutes de la fin extraordinaires. C'est quand même du bon football c'est que font les Français au cours de ces derniers matchs. Tire. Oh, la barre. oh my God. He's an asshole, but he's a good goalie. Aïe, 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 c'est pas possible. Et même le portier français Jean-Luc Ettori se montre grandiose, mais ces Bleus payent leur manque d'efficacité. Un partout, fin du temps réglementaire, prolongation. But where was the war? It's now their war. We're going to bring it to them. Where? Cette nuit de Séville est bouillante et le thermomètre va encore monter sur le terrain. Après 3 minutes dans cette prolongation, coup franc de Giresse. Oui, reprise de volée sur ce coup franc de Alain Giresse. Reprise de volée de Trésor. Blessé à la cheville avant ce match, Karl-Heinz Rummenigge, le meilleur joueur allemand, entre en jeu. C'est le début des problèmes pour l'équipe de France. Oh, well, somebody should have knocked him out. That's all. Pourtant, Platini. Should have just knocked him out. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Il n'a pas vu. Voilà, oui, oui, oui. Oui, bien joué. Giresse qui marque le premier Eh ben, ils ont perdu? Non. but sur ce centre en retrait de Didier Fix. 3-1 pour les Bleus dans cette prolongation face à la RFA. C'est excellent. Énorme. Après tant d'années de déboires et de crises de résultats, le jour de gloire est peut-être arrivé. Peut-être. Mais le manque d'expérience des Bleus va jouer en leur défaveur, parce qu'à l'époque, et c'est terrible, hein, on n'arrive pas à tenir un résultat. Mais surtout Forster va commettre une grossière faute sur Giresse, puis une deuxième toujours pas sifflée sur Platini. The referees are totally... Et derrière, l'Allemagne contre-attaque et Rummenigge réduit l'écart à 3-2. Wow. Mais que font les arbitres ? Cette fois, ce sont les Français qui perdent le fil et Fischer égalise à 3 partout. Oh. Fin de la prolongation. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, 2 équipes seront départagées au tir au but. Alors vous allez me dire, mais comment on faisait avant ? Eh bien, soit on rejouait le match, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, soit, c'était un tirage au sort. Ouais, heureusement le football a évolué. Ouais. Everybody's scoring. Nobody's blocking nothing. Oh my God. You couldn't get any closer. I can't believe they're gonna lose. Ah, la, la. Wow. Ettori, but, et voilà, c'est fait. Terrible. C'est un match terrible. C'est fini. C'est dégueulasse. I understand. I totally understand. C'est dégueulasse. L'Allemagne de l'Ouest file en finale de la Coupe du Monde. Les Français sont inconsolables. Without a single penalty for what they did. For those 2 huge illegal hits. That's crazy.
What a bunch of bullshit. Yeah. Dans les vestiaires, avant le match, j'avais des hommes, j'avais des mecs, j'avais des gars prêts à aller au combat. Et après le match, j'avais des enfants. Des enfants, ils pleuraient comme des gosses. On pense que sur l'action de Patrick Battiston, il a 2 dents de cassé qui est dans le coma et qui siffle pas penalty, c'est un scandale. Yeah, who the fuck does... Wait, I agree. Moi je m'excuse, mais Ouais. aussi il y a penalty où il marque le but. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse hein. À 12%, c'est difficile, surtout pour les Allemands. À votre avis, c'est vraiment l'arbitre qui vous a fait perdre cette Absolutely, 100%. Écoutez, demi-finale? d'habitude je suis assez fataliste, je prends bien la défaite, mais comme ça s'est passé, non, là je suis vraiment écœuré et je souhaite de tout cœur que les Italiens gagnent en finale. D'habitude je suis plus fort, mais là je souhaite qu'ils vont gagner, à moins qu'ils aient M. Travers. Wow. Yeah, Le gardien Italy. Schumacher s'excusera le lendemain auprès de Battiston pour son geste abominable, mais le traumatisme reste dans toutes les têtes. Je me refuse à juger quelqu'un, mais je crois qu'il y a des influences trop grandes dans ce mondial. Ouais. Lors de la petite finale, les Bleus échoueront au pied du podium après une défaite face à la Pologne. La Mannschaft, elle, n'avait plus du tout de jus en finale et s'inclinera 3-1 face à l'Italie de Paolo Rossi. Bon, alors j'anticipe déjà certains commentaires, hein. Oui, c'était un autre football, c'est sûr. C'est vrai qu'il n'y avait pas ou peu de pressing sur le porteur du ballon, beaucoup de déchets dans le jeu. On voit clairement que la tactique d'aujourd'hui n'en est encore qu'à ses balbutiements en 82. Mais faut pas oublier une chose, c'était il y a 40 ans. 40 ans. Évidemment que le football a évolué aujourd'hui, encore heureux. Et puis la deuxième chose, et là c'est intéressant, comment une défaite aussi injuste, aussi traumatisante, a-t-elle pu devenir aussi mythique? Il faut se rappeler du contexte. Entre 58 et 82, l'équipe de France est nulle. Désolé, j'ai pas d'autres mots. Et là, c'est la première fois que la plupart des Français voyaient leur équipe de France rivaliser avec une très grande nation du football. L'Allemagne de l'Ouest, quand même, c'était quelque chose. Donc c'est normal que ça reste dans l'esprit des gens, parce que c'était en fin de compte le premier et le seul match référence. Et bien sûr, moi, je suis trop jeune, j'ai pas connu cette époque, mais il faut se référer au témoignage. Thierry Roland, le commentateur, a dit lui-même que c'était son plus grand match qu'il a jamais commenté à la télévision. Michel Platini aussi a dit que c'était le plus grand match de sa carrière. Quand même. En fait, c'est pas uniquement le résultat, certes cruel, qu'il faut retenir, c'est tout le reste. Le scénario, les buts, le spectacle, la dévotion des 22 acteurs, l'injustice, la joie, puis la tristesse absolue. L'impact émotionnel était immense. L'équipe de France a su toucher le cœur des Français présents devant leur télévision ce soir du 8 juillet 1982. I still can't believe it. En attendant, pour tenter de refermer cette cicatrice, cette magnifique génération, emmenée par Platini, va par la suite tenir toutes ses promesses. Allez mon petit bonhomme. Oui mon petit bonhomme, bravo. La suite au prochain épisode. Oh. We're gonna have to figure it out. We're gonna have to do this. We have to know what happened. I have to know what happened. Did Italy win? I hope Italy won. Because that's crazy. I mean, first of all, the first one, yeah, I mean, look. The second penalty that wasn't called was nothing compared to the first one. So if you're not going to call the first one, I'm sorry. You do me nasty, I do you nasty. That's my attitude. If I was France's coach, I'd have been like, hey, bring in the backup. Yeah, bring in and the worst player that we have, bring him in. Yeah, you're going in, and your goal, your only goal is to destroy one of those German players. They destroyed one of ours. Now your goal is going to be to destroy one of theirs. What? No, I mean, I'm really not that mean. I'm just saying, like, revenge, baby. You got to get revenge. I would have done that. And it's like, oh, flag him all you want. I would have went right after their goalie. I would have said, you're going to go out there and you're going to close fucking line their goalie. And then you'll get thrown out of the game. And it's okay because you're our shittiest player. Like, that's what I would have done. There would have been retaliation. That is fucked what he did. He almost killed the man. He almost killed him. He could have killed him. He really could have. Like, that was unbelievable. That hit was 100% on purpose. And to not even call a penalty, ça c'est dégueulasse. Dégueulasse. But anyway,
Football was I can't believe how many goals everybody was hitting at the end with the penalty shots, huh? It only took him one stop to lose. Wow. Anyway, good stuff. Good video, interesting, and I feel your pain. I feel your pain. I think even Germans today would say, yeah, that's some bullshit what happened there. I don't agree at all with what happened there. No, really, I think so. It's obvious. It's obvious. That was totally illegal and no consequence. No consequence. C'est fou. I'd be pissed too. I'd have been furious. Okay, anyway, great video. Take care. Peace out. À la prochaine.